lundi 30 mai 2022. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, les titres du journal. Le Parti du Renouveau démocratique PRD a procédé samedi dernier à l'installation de ses sections et sous-sections communales dans la commune d'Akro-Misrété. Au total, 8 sections et sous-sections ont été installées dans la dite commune. Le point dans cette édition. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, et son collègue de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, ont procédé à la remise des bourses d'études aux meilleures filles des filières techniques industrielles et agricoles des lycées techniques du Bénin. Les raisons de cette remise de bourses d'études dans ce 19h. En sport, la 19e journée de la Super League professionnelle de football s'est achevée ce dimanche 29 mai 2022. Le compte-rendu des différentes rencontres footballistiques qui ont eu à matérialiser cette journée dans un instant. De nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. Le Parti du Renouveau démocratique PRD a procédé ce week-end à l'installation de ses sections et sous-sections communales dans la commune d'Akro-Misrété. Ce fut le samedi 28 mai 2022 à l'occasion d'une rentrée politique. Au total, 8 sections et sous-sections de la commune d'Akro-Misrété ont été installées. La cérémonie d'installation a été présidée par le secrétaire général du PRD, Falilou Akadiri, et s'est déroulée en présence des membres de la coordination et des militants. Au cours de cette cérémonie, Falilou Akadiri n'a pas manqué de rappeler aux membres des sections installées leur rôle pour une bonne contribution efficiente de la remontada du parti dans la commune d'Akro-Misrété. Par ailleurs, les militants ont été entretenus sur le programme d'action du gouvernement. Occasion pour le secrétaire général adjoint du PRD d'inviter les jeunes à œuvrer afin de bénéficier des multiples opportunités qu'offre le PAG 2. La ministre des Affaires sociales, de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, et son collègue de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Kouaro Yves Chabi, ont procédé à la remise des bourses d'études aux meilleures filles des filières techniques industrielles et agricoles des lycées techniques du Bénin. La cérémonie de remise a eu lieu le vendredi 27 mai 2022 au lycée agricole Medji de Sékou en présence de Djaoudat Alidou, coordinatrice du projet SWID, et de Jean-Claude Kodja, préfet de l'Atlantique. Cette remise de bourse s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du projet SWID, entendez, projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique du Sahel. L'objectif est d'accompagner et d'encourager les filles des filières techniques industrielles et agricoles des lycées techniques. Il s'agit entre autres du génie mécanique, civil, électrique et des filières des sciences et techniques industrielles et agricoles. Une filière longtemps considérée comme réservée au sexe masculin. Les filles bénéficiaires de bourses ont été sélectionnées dans plusieurs lycées techniques du Bénin suivant des critères bien définis. Chaque boursière percevra annuellement une somme de 270 000 francs CFA. Parlons éducation toujours, les lauréates du concours de beauté Miss Estudiantine 2022, Clarisse Sebio, Bruna Missaboroué et Natacha Dovoedo ont entamé la première phase de leur plan d'action ce dimanche 29 mai 2022. Il a été question d'une demande de messe à l'endroit de tous les candidats et candidates aux différents examens. La dite messe a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. L'intention de cette messe est d'implorer la bonne volonté et la grâce divine sur les candidats aux différents examens nationaux. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Clarisse Sebio, Miss Estudiantine 2022, et Bruna Missaboroué, première dauphine. Des propos recueillis par Francis Farami. Comme nous l'avons dit lors de la présentation de nos actions, le jour de la remise des lots, qu'il y aura une messe d'action pour les candidats aux différents examens, nous avons pu établir cette messe et voilà enfin une première page fermée. Nous remercions vraiment tout le monde et
Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats aux différents examens. Aujourd'hui, dimanche 29 mai 2022, nous, les 3 lauréats du concours Miss Estudiantine Bénin 2022, avons mis en œuvre notre première activité, inscrite dans notre plan d'action annuel 2022-2023, qui est la messe d'action de grâce en l'honneur de tous les candidats aux différents examens. Cette messe a été célébrée dans l'intention de mettre en communion, mais de mettre en prière tous les candidats aux différents examens, afin que Dieu les assiste, les guide et les protège tout au long de leurs examens. Cette messe a bien et belle eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Je souhaite à tous les candidats aux différents examens une réussite à leur examen. Et pour réussir, il faut apprendre. Donc j'exhorte tous les candidats à reprendre leur cahier, à réviser leurs cours, à revoir tout ce qu'ils ont vu tout au long de l'année scolaire. Le Conseil national de la presse audiovisuelle CNPA Bénin et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB ont conjointement organisé un atelier de validation des tests revisés par organe de gestion des médias du Bénin ce vendredi 27 mai 2022 à Nobila Hotel Airport à Cotonou. Le dit atelier a pour but d'amener le rapport rendu par l'Assemblée spéciale du comité de relecture et de valider les propositions après relecture des tests. Tout ceci devant un parterre professionnel des médias du Bénin. Je vous invite à suivre la cérémonie d'ouverture à l'atelier de validation. Reportage signé Quentin Amoussou. Je déclare ouvert l'atelier de validation des tests fondamentaux des organes de gestion des médias. Plein succès à vos travaux. Vive la presse béninoise. C'est sur ces mots d'ordre que l'atelier de validation des tests révisés par organes de gestion des médias du Bénin, initié par le Conseil national de la presse audiovisuelle CNPA Bénin et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, a connu son prologue le vendredi 27 mai dernier à Nobila Airport Hotel à Cotonou. Démarré à 9h, il s'est déroulé en 3 étapes. La présente assise s'inscrit dans le cadre contributif. Elle a pour but de réformer la presse par une refonte intelligente et consensuelle. Des tests qui régissent ces instances fêtières et structures mixtes à l'instar de l'Assemblée spéciale, de la Commission électorale CEA-RAC, de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie, de la Maison des médias. À la suite du président du CNPA Bénin, la présidente de l'UPMB, Sakiat Latonji, a rappelé l'objectif de cet atelier. Cet événement attendu par tous les acteurs des médias depuis de nombreuses années, en raison de nombreux défis auxquels notre corporation est confrontée, constitue l'aboutissement heureux d'un travail collectif considérablement entamé depuis 2021 à l'initiative de l'Assemblée spéciale des bureaux des 2 unions professionnelles des médias du Bénin. Le ministère du numérique n'a pas manqué d'accompagner cet atelier. C'est un réel plaisir pour moi et pour tout le ministère du numérique et de la digitalisation de participer à ce présent atelier. En effet, il s'agit de la validation des propositions du comité chargé de la relecture des tests fondamentaux des organes de gestion des médias au Bénin. Mesdames et messieurs, nous sommes invités ici pour l'actualisation des tests régissant les organes de gestion des médias au Bénin. Je salue l'initiative et ceux qui en ont eu le génie. Après la cérémonie d'ouverture, des ateliers ont été mis en place pour amender les rapports. À l'issue des débats menés sur le rapport rendu par le président du comité de relecture, l'Assemblée spéciale de validation des tests revisés par les organes de gestion des médias du Bénin a rendu crédible le rapport et les propositions faites après amendement. Le compte-rendu de la cérémonie de clôture avec Quentin Amoussou.
Démarrée le vendredi 27 mai 2023 à Nobela Airport Hotel, la cérémonie de clôture de l'atelier de validation des tests révisés par organe de gestion des médias du Bénin a connu son épilogue tard dans la soirée. Le rapporteur de l'Assemblée spéciale a lu la synthèse des propositions retenues et validées. L'état des lieux montre que les associations faîtières, notamment le CNPA, l'UPMB et les structures techniques sous tutelle montrent des signes d'essoufflement. L'ensemble du secteur des médias est précipité dans une situation de marasme qui révèle les problèmes d'ordre managérial, économique et de gouvernance. Au regard de ce diagnostic, le comité a proposé de renforcer les conditions d'accès au bureau des faîtières, d'améliorer la transparence dans la gestion des faîtières, je voudrais dire les unions, la circulation de l'information, les ressources et les actions menées, de renforcer les attributions des commissaires aux comptes et de renforcer le pouvoir de l'AS. Pour ce qui concerne donc les particularités apportées aux tests du CNPA et de l'UPMB, le comité a suggéré que les membres des bureaux directeurs soient élus pour un mandat renouvelable une seule fois. Après validation, le président du CNPA Bénin, Évariste Rodonou, a livré son discours de fin. Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude et remerciement chaleureux après avoir accepté et tenu ce pari. Le pari de l'étude et de la validation des propositions pertinentes du comité de relecture. Depuis ce matin, j'ai observé un réel engagement pour la restauration de l'image des entreprises de presse et des professionnels des médias de par la qualité des interventions faites par nos éminences. Les professionnels des médias du Bénin viennent ainsi de faire un pas vers la résolution des maux qui minent la corporation. À présent, je vous invite à suivre le fondé du groupe de presse ESAE, Clément Adeoti Adéchian, qui a donné son appréciation sur le dit atelier. Il est au micro de Quentin Amoussou. Mes appréciations ne peuvent qu'être positives. Vous savez, notre profession a une histoire. Elle a connu ses péripéties. Nous sommes partis de quelque part. D'abord pour les plus anciens que nous avons retrouvés dans la profession, qui nous ont fait l'historique de comment ils ont commencé. Ensuite, pour quand même depuis 25 ans qu'on est à l'intérieur et avons laissé des traces à d'autres générations qui sont arrivées. Alors, vous devez remarquer que la presse a toujours une histoire. Et lorsque vous évaluez, vous faites le point par rapport à cette histoire, vous arrivez à un niveau où vous êtes obligé de retenir qu'il faut faire des réformes majeures. Il faut faire des réformes déterminantes pour finalement impacter, laisser une empreinte qui nous permette définitivement d'aller de l'avant. On a l'impression que la presse est devenue le parent pauvre de toutes les professions dont plus personne ne prend en compte. Parce qu'on n'est pas sérieux nous-mêmes. Comment peut se prévaloir d'être le quatrième pouvoir et en même temps être la risée de tout le monde, y compris même de ceux qui ne peuvent même pas être des pouvoirs, tout simplement parce qu'on a appris à ne pas se prendre au sérieux. Et lorsqu'il nous faut engager pour donner des lettres de noblesse, pour donner un statut véritable, fondamental, plus consacré aux journalistes, aux médias, aux hommes des médias que nous sommes, logiquement, l'emphase doit être d'accompagner ce mouvement-là. Et je crois que c'est l'aboutissement de ce qui se fait aujourd'hui. Certes, quand vous parcourez les documents, vous avez l'impression qu'il y aura des points d'achoppement. Les gens ne se préoccupent pas de voir les réformes majeures. Tout le monde s'accroche à un point ou deux, pourquoi on doit désigner, pourquoi on ne doit pas désigner. Comme si tout le travail qui a été fait se résume à ça. Et comme je l'ai dit au début, beaucoup ne connaissent pas l'histoire de la presse. Aujourd'hui, nous avons innové en mettant en place un CEA hack pour faire des désignations. Est-ce que beaucoup savaient qu'au commencement,
de la désignation à la HAC, il n'y avait jamais une commission d'élection. Et que s'il y avait peut-être eu élection, nos aînés comme Alagbada ne se seraient jamais retrouvés à la HAC, qu'on désignait, qu'on se retrouvait à l'ORTB pour désigner qui devait aller à la HAC, qu'on n'a jamais voté. L'organisation internationale Direct Aid a célébré en différé la journée mondiale du travail le vendredi 27 mai dernier à son siège à Fils-Gosset. C'était en présence d'une 60aine d'employés issus de ces démembrements. Suivez le reportage que nous propose Anaël Dou. Le travail est pour les hommes un trésor qui mérite d'être célébré. Ainsi, l'organisation internationale Direct Aid n'a pas dérogé à l'exercice. Dirigeants et personnels ont communié pour célébrer en différé la journée mondiale du travail. Avec des chants et des sketchs, le personnel a manifesté sa joie. Sois le meilleur, quoi que tu sois. Soyons tous meilleurs, quoi que nous soyons. L'occasion pour le premier responsable de Direct Aid d'exprimer sa gratitude à ses collaborateurs. Le 1er mai, c'est un jour chômé et payé. Dans le monde entier, on reconnaît que ce jour est réservé aux travailleurs. C'est une date importante pour tous les travailleurs. Célébrer la fête du travail, c'est renforcer davantage les rapports de solidarité et de coopération pour le bien-être de nous tous, les travailleurs. Vous êtes importants dans cette organisation, vous êtes importants et indispensables dans cette organisation. Par cette célébration, le personnel s'est réjoui et a exprimé sa reconnaissance. Cette réjouissance est la marque d'une reconnaissance de tous les sacrifices consentis et les efforts fournis dans la bonne exécution des tâches dans la maison. Elle vient à point nommé pour vous encourager à fournir davantage d'efforts et aller au pinacle. Pour clôturer cette célébration, Direct Aid a honoré ses meilleurs employés, de quoi redynamiser et motiver le personnel au travail. Dans le domaine de la spiritualité, la sorcellerie n'est pas ce que nous croyons où on mange le corps humain. Pour Sylvain Kwasi, prêtre du Fa, la sorcellerie, c'est l'art de jeter les sorts ou d'interroger les divins. Pour en savoir davantage sur ce sujet, je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Techniquement, ils n'ont pas mangé le corps. Ils n'ont pas tué le corps est toujours là, le corps, tout l'enterré. Ils n'ont pas graissé le corps. Voilà quoi ce n'est pas. Je vais vous expliquer un peu, je vais dévoiler un peu la méthode de cette vilaine sorcellerie. Vous voyez que l'animal totémique du soleil, qu'on appelle Maoulissa, dans notre tradition, c'est le caméléon. Le caméléon est là. Le pouvoir de voler les formes. D'accord? En volant ta forme, il vole aussi un peu de ton onde. Chaque forme dégage des ondes. La personne qui possède cette technique, qui veut te faire du mal, elle a besoin de ta forme d'abord. Donc, il faut qu'il accède à ta maison. D'accord? C'est la passe à ta maison, il faut qu'il accède à un habit que tu portes, quelque chose de toi, qui t'appartient. Donc, il prend un camion d'abord, il le met à côté de l'objet qui t'appartient. D'accord? Ce camion est censé de prendre ta forme. Quel est le cliché astral. Donc, les photographes sont les meilleurs sorciers. S'ils volent la forme de tout le monde en faisant les photos. Donc, à partir de ce moment, en tant que ce monsieur, ils ont signé un pacte d'alliance avec l'Iroko dans la forêt. Tout ce qui est pacte avec le sang, communion avec lui. On amène le caméléon là, dans la forêt. Auprès du Iroko, on laisse à côté par d'autres évocations. Ta forme que le caméléon a volée, on le transfère dans l'Iroko. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, mais il prend soin déjà avant de faire ça, d'envoyer un deuxième caméléon. Et il transfère aussi ta forme aussi. Donc, le caméléon A, le caméléon 2. Et puis, au milieu, le loco.
Maintenant, tout ce qu'on fera comme rite aux locaux, les poings, les couteaux, on te dit, on te frappe, tu le reçois 5 sur 5. Pas le fait de transfert de magnétisme animal. Plus simple, je vais vous expliquer. Prends la photo de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de la photo même. Tu connais son nom. Tu prends la feuille de Droman. Je ne dirai pas son nom en français. Droman. Les zones qu'a cherché, c'est Droman. La feuille de rêve. La feuille que tu pouvoir d'emmener le rêve dans ta maison. Même quand tu dors. Donc, même quand les portes sont fermées, le rêve rentre dans la maison. Ça sorcellerie le rêve. Je prends Droman avec un pot de fusil, avec toujours le relique d'un cadavre. Dans le jargon, on dit, comme il n'avait qu'un peu dedans. Je t'envoie les paroles chez moi à la maison, que je te frappe, que tu fais du mal, tu reçois ça 5 sur 5. 5 sur 5. Le blanc fait mieux. Quand tu as ton poste de transistor, poste radio, tu es content quand même d'avoir l'émission qu'on fait sur RFI, non? RFI est dans ta maison, il est dans ton pays, il est en Europe, mais tu reçois l'émission, pas comment tu reçois. Pas un envoûtement, pas un transfert des ondes. Dans ce cas, notre téléphone portable, nos radios, tout ce que nous avons dans la maison, le blanc nous envoie des suggestions. Tout ce qui est suggestion est sorcellerie. Une suggestion peut être positive, une suggestion peut être négative. C'est la sorcellerie. Je t'envoie des ondes de pensée qui te permettent que tu acceptes. Parce que tu es ouvert. Tu es ouvert. Maintenant, tu me diras comment tu peux te protéger contre ces suggestions alors? Toutes ces suggestions. Les gens qu'on m'intisent, les gens qui nous hypnotisent. J'ai vu les films, on les gens, ils prennent l'avion, dès qu'ils prennent l'avion, ils marchent, ils prennent du vin, les gens donnent du vin aux gens, c'est pas vrai, ils les ont hypnotisés. Restons toujours dans le domaine de la sorcellerie, mais cette fois-ci avec Dada Dekan Mambou Podozoumen, reçu lors de l'émission Au cœur du mystère sur ESAE Télévision. Ce dernier a démontré les différentes catégories de sorcellerie. Il a été reçu par Jacques Marion d'Almeida. Bel et bien, la sorcellerie existe. Et cela est sous plusieurs formes. Il y en a qui disent que c'est 3 catégories. Je suis d'accord. Mais aucun d'entre les 3 ne fait jamais de bonnes choses. Lorsque j'étais petit, on me faisait dire, on me faisait comprendre, on me faisait écouter que la sorcellerie blanche est la bonne. Mais je vous avoue que lorsque j'ai grandi, maintenant j'ai su que ce n'est pas aussi une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est lui qui agit vivement. Quand lui agit, il tue. Mais quant au noir, quant à la sorcellerie noire, lui, il peut te créer des sortes de maladies, des blocages. Il peut te rendre malade. Là, c'est encore mieux. Au moins, tu vas passer un peu de temps. Ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours après, avant de mourir. Mais quant à la sorcellerie rouge, lui, il te crée de l'accident. Lui, il te crée de l'accident. Tu tombes, tu peux mourir sur place. Quant à eux, c'est le sang. Donc, il y a au moins 3. Vous savez, avant, ce n'était pas trop. Aujourd'hui, les élèves, les écoliers, on leur propage ce coup-là. Quand ils sortent, ou bien quand ils viennent à l'école le matin, s'ils payent chez nos bonnes dames ou à 10 heures, le coup s'est déjà préparé en attente pour eux. Il suffit de payer seulement. Tu manges du riz, mais tu manges de la pâte rouge ou quelque chose, là, bien du gâteau et autres, et puis c'est fini. On a constaté cela, mais ils ont encore tourné autrement. Toi, qui suis déjà grand, en dormant la nuit ou le jour, quand ils se préparent pour t'atteindre, ils vont te donner ça. Tu vas manger la sorcellerie dans ton sommeil sans le savoir. Comment cela se prépare? Tu vas rêver, peut-être dans la journée, quand tu dors, que tu as mangé quelque chose, quelques-uns ou bien 2, 3, une personne est venue te donner à manger telle chose. C'est fini. Tu es possédé comme ça. Quelque temps après,
tu vas commencer par voyager avec eux. Ça fait d'autres points. Encore de plus, nos bébés, les enfants qui sont encore dans le ventre de leur maman, on leur donne encore de la sorcellerie. Vous voyez que c'est trop aller loin, non? Vraiment. Vraiment. Donc, suite à cela, nous sommes là, nous toujours aussi, pour chercher les contre et les anti-contre. Sport dans cette édition, Richard Sossou Assar, le président de la Fédération béninoise de triathlon dont la réélection en avril est contestée, a clarifié la situation lors d'une conférence de presse cet après-midi au siège du Comité national olympique et sportif béninois. Suivez ces clarifications dans cette crise qui l'oppose à Carlos Boussouvé. Suivons ensemble. Nous venons de finir notre mandat de 4 ans. À aucune réunion, M. Carlos n'a pris part. À aucune réunion pendant les 4 ans. 2 ans après, nous avons estimé qu'il ne serait pas possible qu'on continue d'avoir un secrétaire général qui n'est pas présent. Machin. Donc, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, on l'a fait, je crois que vous devez avoir les documents. C'est à cette assemblée, puisque nos thèses sont dit à l'article 79, lorsque vous êtes absent à une réunion du comité exécutif 3 fois successivement, on vous propose quand vous êtes démissionnaire et on procède à votre remplacement. Ce que nous avons fait, il a été remplacé. Donc, il a été remplacé à la veille des dépôts des dossiers que moi, je l'ai croisé ici. Il est venu déposer le dossier. Donc, la commission mise en place, les textes disent que c'est le secrétaire général qui fait appel à candidature. Ce n'est pas le président. Le secrétaire général a fait l'appel à candidature, lancé l'appel à candidature. Les dossiers nous sont parvenus. On a eu, et lui-même était candidat. J'ai dit le dessaisi, j'ai dit maintenant, le secrétaire général qui n'est pas candidat, le secrétaire général adjoint qui n'est pas candidat, qu'il joue le rôle que lui doit jouer. C'est ainsi que j'ai dû mettre M. Sodjinou Jérôme à la tâche pour faire le dépouillement et publier la liste. Alors, avant de publier la liste, les tests de la fédération sont là, les tests du code de l'éthique sont là, donc c'est les tests du code de l'éthique qui ont été appliqués à certains parmi eux parce qu'ils n'ont jamais été membres du comité exécutif, sinon ils n'ont pas fait l'Olympiade, ils ne peuvent pas être ni président ni secrétaire général. Vous pouvez être élu pour les autres postes, mais président et secrétaire général, quand vous n'avez pas fait au moins une Olympiade 2, ce bureau-là, vous ne pouvez pas l'être. C'est là où il a été frappé, M. Carlos a été frappé par cet article-là, l'article 6 du Code de l'éthique. Et les publications ont été faites, et il a estimé qu'on n'a pas le droit de lui appliquer ce test puisqu'il est membre élu du comité exécutif. Voilà donc ce qui s'est passé par rapport à lui. Les autres membres n'ont pas pu faire ce que vous aviez appris, mais il a envoyé un recours. Et le recours devait être adressé à la commission d'appel à candidature. Mais il me l'a adressé en tant que président et tout ce qu'il a dit dedans, les récriminations, j'ai dû lui répondre que je ne suis pas responsable de ce qui lui est arrivé. Il n'a qu'à s'adresser à la commission. Ce que nous avons fait. Malgré ça, nous l'avons autorisé à être candidat pour les autres postes. Il a été autorisé à assister à dans la salle. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Vous êtes journaliste. Quand on vous autorise à assister à une assemblée générale, vous êtes candidat, vous n'êtes pas membre, vous n'êtes pas délégué. Je pense que vous devez observer les règles de bonne séance. On a fini les élections. Le président du présidium a fait la proclamation des résultats, a installé le bureau, les photos ont circulé, vous avez vu. Donc, on a installé le bureau, le discours a eu lieu, le secrétaire général du comité olympique a fait le discours de clôture. Il a regretté un certain nombre de comportements des participants et nous avions fini. Et on est parti et j'ai été surpris d'apprendre dans les réseaux sociaux que le secrétaire général qui vient d'être élu avec moi, où on n'a même pas encore pris service, a convoqué une assemblée générale pour inviter les gens à venir remplacer le président qui serait mal élu. Donc c'est là où nous étions. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et tout ce qui se dit dans la presse, je l'apprends, mais moi, je n'ai pas de voix pour parler comme eux. Ils m'ont adressé les correspondances, j'ai répondu pour leur dire,
s'ils sont respectueux des tests du mouvement sportif, il faut qu'ils se rangent. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent faire là. Et que le secrétaire général, aucun test ne lui permet de convoquer une assemblée générale s'il n'a pas reçu l'ordre de son président. Ce qu'il a outrepassé, il a fait, ils ont tenu l'âge. Ce qui est un peu dommage dans ça, ils se sont permis de ventiler tous les PV à l'international partout. Mais dans le PV, ce qu'ils ont dit qui n'est pas bien, que moi j'ai été candidat contre leur candidat à l'AG et que moi j'ai boycotté. C'est ça qu'ils ont dit dans le PV. Nous étions là lorsque l'international m'a saisi, me dit il faut que notre comité, le comité olympique, dise quel est le comité exécutif qui est légitimé au Bénin. Ce que le comité olympique a fait, il a envoyé la correspondance à l'international et à tout le monde. Ce que vous avez certainement eu aussi. C'est ce communiqué du comité olympique qui me permet aujourd'hui de vous appeler et de pouvoir faire dire moi la vérité de ce que c'est que le triathlon au Bénin. Et comme vous avez l'habitude de dire, les tenants et les aboutissants. Restons toujours avec Richard Sossou-Assa pour une meilleure compréhension du dossier. Il a, dans ses propos liminaires, retracé la genèse du triathlon béninois. Suivons ensemble. C'est en 2012, après que j'ai fini de travailler avec les amis de la natation, après que j'ai tourné également mon boss au niveau de la fédération d'athlétisme, j'ai estimé que ma spécialité natation pouvait me permettre de faire autrement les choses, autre sport. C'est dans ce cadre que je me suis évertué à aller vers ce sport qu'on appelle le triathlon. Et j'ai démarré ce travail-là avec un jeune collègue qui a passé tout son temps à faire le cyclisme. C'est avec lui que j'ai rédigé les premiers documents, les premiers tests, pour que nous puissions commencer par entamer les négociations. Pour aller vers cette discipline, je me suis appuyé sur le président du comité olympique, M. Minavoa Julien, actuellement là. Je me suis appuyé aussi sur le président de la Confédération africaine de handball, M. Aremo Manzourou, et qui, eux autres, se sont appuyés sur le président Nasser, qui était déjà le président de la Confédération africaine de triathlon. Alors, on a échangé sur la mise en place de la discipline au Bénin. Je pense que les trois étaient acquis à la cause et nous nous sommes mis sur le chantier. Et on a commencé d'abord par quelques clubs scolaires, puisque j'ai été secrétaire national de l'USS. Comment aller dans les établissements scolaires, je crois que j'ai la manie, j'ai la pédagogie et je sais comment s'y prendre. Ce que j'ai commencé par faire pour avoir 2 clubs très rapidement et avoir un 3e, et nous nous sommes constitués en association nationale. Alors, l'association nationale doit pouvoir travailler à ce que le ministère puisse un jour nous décerner l'autorisation de pouvoir mettre en place cette discipline. De 2012 à 2014, nous avons fait ce travail-là, préparer le terrain jusqu'en 2016. En 2016, j'ai fait la connaissance d'un certain Paco qui travaillait à l'ambassade des États-Unis, associé à Carlos, avec qui il faisait du vélo tous les matins. Ce monsieur a estimé qu'il faut organiser nécessairement une compétition de triathlon. Donc, il a regroupé donc, le président de la fédération de cyclisme, M. Ritis Dagba, le président de la fédération d'athlétisme, le feu Moncho, et ne connaissant pas les présidents de la fédération de natation, c'est moi qu'ils ont invité. On s'est retrouvé à l'ambassade des États-Unis, et c'est là qu'il a présenté la situation pour dire lui souhaiterait organiser une compétition de triathlon. Et comment nous allons nous organiser? Et c'est là les 2 présidents là m'ont doigté. Pour dire c'est moi qui travaillais. Et M. Minavoa aussi était là justement, voilà les 4 ténors. C'est lui qui est en train de réfléchir sur le triathlon, comment ils vont faire tout ça. Donc maintenant, monsieur, il faut prendre contact avec Paco. À cette séance, Carlos était.
plus d'autres personnes, de la fédération de cyclisme surtout. Donc nous avons fait ces premiers échanges, on a essayé d'échanger un peu. On a mis en place l'organisation de la compétition de Togben, qui a finalement eu lieu grâce à ses efforts personnels pour rechercher les fonds au niveau de l'ambassade. Il a eu les sous, la compétition a eu lieu. C'est la première sortie du ministre des Sports, Oswald Omeki, accompagné de l'ambassadeur Edvige Avis dans le temps pour que nous puissions tenir cette compétition. Au Bénin était attendu le président de la Fédération de triathlon des États-Unis. Il était au Libéria et il a été invité à venir à la compétition. Donc il est venu au Bénin avec quelques matériels. Je pense qu'à l'issue, il a distribué le matériel. Et c'est grâce à lui que nous avons eu la première formation de comment nous allons gérer une compétition de triathlon ce matin. Il a fait tout en anglais. Avec ce président-là, avec les officiels que j'avais accompagnés. Nous avions tenu donc cette première compétition à Togben. C'était donc le déclic, c'était le début. Et il a souhaité que nous puissions formaliser les choses et que la fédération puisse prendre corps. Voilà comment les choses ont démarré au Bénin. C'est ainsi que, à son retour au Congrès en Espagne, il a estimé qu'il va nous aider. Et il a payé la première cotisation pour affilier l'association à l'international. Comme par hasard, je crois que Carlos était avec lui là-bas. Donc, c'est ainsi que le triathlon du Bénin est parti. Donc, tous ces éléments-là nous ont conduits à 2018. Et c'est en 2018 que nous avons pu tenir notre congrès constitutif pour mettre en place le comité exécutif qui vient de finir son mandat et la dernière fois a tenu son assemblée générale. À cette assemblée générale, nous n'avions pas appel à candidature, donc c'était des cooptations. Tous ceux qui avaient été membres du bureau avaient été cooptés, dont M. Carlos Bossouvi. Il était, comme par hasard, à Lomé ou à Abidjan, mais il a estimé qu'il voulait être secrétaire général, donc nous l'avons coopté. C'est ainsi qu'il est devenu secrétaire général de ce premier comité-là. Son adjoint s'appelle Sojinu Jérôme. Donc après ça, plus jamais on ne l'a vu. Donc il a voyagé certainement et il nous a donné les contacts qu'il voyage, qu'il va pour des études. Donc pendant 4 ans, nous on n'a plus vu. Pour finir, la 19e journée de la Super League professionnelle de football s'est refermée ce dimanche 29 mai 2022. Au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet, la jeunesse sportive de Pobet a battu son homologue Éternel Omnisport sur un score de 2-1. Le reportage de cette rencontre est signé Colombe Rousseau. La jeunesse sportive de Pobet signe sa 2e victoire d'affilée à domicile après la réception de Dynamo d'Abomey. Elle a battu Éternel Omnisport sur le score de 2-1. Pendant les 45 premières minutes, les locaux exercent une pression offensive sur les visiteurs. Mais Éternel FC réussit à trouver le chemin des filets à la 33e minute par l'intermédiaire de Crespo Aounou. Amoussa Hassani et ses coéquipiers ne désespèrent pas et se chargent de stopper tous les assauts de leurs adversaires. À la pause, Babatayo Johnson, entraîneur de la JSP, galvanise ses joueurs. Une stratégie qui s'avère payante selon Ulrich Daoui, le latéral droit de la JSP. À la pause, le coach a été très instructif. Il nous a dit qu'il est vrai, la fatigue est là, mais on doit faire l'effort, que c'est le mental qui doit travailler. On a fait l'effort sur le mental, on a essayé de se parler et ça a donné... 9 minutes après la pause, Adibola Alao égalise pour les siens. Éternel Omnisport croyait tenir le point du nul quand Mandé Egbebi vient offrir la victoire à la JSP à la 71e minute. Ça fait plaisir. Une victoire du genre ou bien 2 victoires du genre, on la cherchait depuis. Mais grâce à Dieu, c'est venu. On rend grâce à Dieu, on dit merci à nos supporters et on leur promet qu'on fera plus. Ce n'est que le début. Il y aura beaucoup encore de victoires devant. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin ce 19h. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien.